Mesdames et messieurs, bonjour. Je tiens encore plus à m'excuser pour tout ce long silence. Et tout à l'heure, je vais juste faire un petit rappel de la procédure pénale. Et vous dire que la procédure pénale, c'est cette branche du droit privé qui encadre tout ce qui est et comment saisir le juge lorsqu'une infraction est commise, lorsqu'une violation de la loi est faite. Alors, c'est quoi une infraction? Une infraction, c'est une violation de la loi. Mais il faut savoir que l'article 2 du Code pénal définit l'infraction comme étant toute action, toute omission et qui trouble ou est susceptible de troubler l'ordre public et qui est sanctionné, l'ordre public, la paix sociale et qui est sanctionné comme tel. C'est-à-dire que l'infraction, c'est une violation qui est sanctionnée par la loi. Et donc, si la violation n'est pas sanctionnée par la loi, ce n'est pas une infraction. Donc, l'infraction, c'est une violation sanctionnée par la loi. L'ordre public, c'est la règle qui est établie. C'est ce qui est établi qui ne doit pas être dérangé. Donc, on dit de ne pas aller à gauche. Si vous allez à gauche, alors vous avez troublé l'ordre public parce que vous n'avez pas respecté ce qui est établi. C'est ça en réalité l'ordre public. Et donc, si une infraction est commise, alors on peut porter plainte, saisir la police, saisir la gendarmerie, qui sont des plaintes simples. On peut saisir le procureur de la République. On peut faire ce qu'on appelle une plainte avec constitution de partie civile, ou même on peut simplement aller saisir le tribunal correctionnel d'une citation directe, c'est-à-dire qu'on va saisir le tribunal correctionnel directement pour lui demander de juger quelqu'un. Ça s'appelle de la citation directe. Et donc, si le dossier on a saisi soit le procureur ou soit la police ou la gendarmerie, alors on parle d'enquête préliminaire. Et donc, si l'enquête préliminaire est faite, par la police et la gendarmerie. Si c'est fait, ils vont transmettre le dossier au procureur de la République et le procureur de la République aura toute sa décision. Il faut savoir déjà qu'en cours de l'enquête préliminaire, il y a un certain nombre de règles qui doivent être respectées. Et l'une des règles qui doivent être respectées, c'est la règle de la garde à vue. Et en plus, si une personne est arrêtée, alors on doit lui dire pourquoi elle a été arrêtée. Et en plus de lui dire pourquoi elle a été arrêtée, on doit lui dire que la garde à vue, on doit lui demander si oui ou non elle va prendre un avocat. Si elle dit qu'elle va prendre un avocat, alors on prend tous les moyens possibles pour lui permettre de contacter son avocat. Et en plus de ça, on doit pouvoir lui donner la possibilité d'informer ses parents ou ses proches qu'il est détenu, il est arrêté et il est retenu dans un commissariat ou dans une brigade de gendarmerie. Alors si cela est fait et que s'il se trouve dans un endroit où il n'y a pas d'avocat, alors il peut être assisté d'un parent ou d'un ami quelconque qui va l'assister tout au long de l'enquête préliminaire, des auditions ou de l'interrogatoire qui va se passer au cours de l'enquête préliminaire. La garde à vue en enquête préliminaire est de 48 heures renouvelable une fois sur autorisation écrite ou non verbale du procureur de la République. Donc au-delà de 48 heures deux fois, ce n'est pas possible. La personne, là où elle est, il y a une violation des lois. Et lorsqu'on constate la violation de la loi, le premier juge qui reçoit la personne, alors on informe le premier juge les violations qui ont été faites et le premier juge en tiendra compte. Et lorsque la personne est déférée devant le procureur de la République, le procureur de la République, il va faire quoi? Le procureur de la République va constater l'identité de la personne, il va voir si oui ou non et les faits qui sont portés devant lui constituent une infraction à la loi pénale. Alors si les faits ne constituent pas une infraction à la loi pénale ou s'il estime qu'il n'y a pas opportunité de poursuite, alors le procureur de la République va classer l'affaire sans suite et il va informer la personne qui a porté plainte que l'affaire a été classée sans suite. Et si le procureur de la République estime que c'est une infraction à la loi pénale et que la personne est bien connue et qu'il estime que les faits sont tels qu'on n'a pas besoin de saisir le juge d'instruction pour faire une instruction, alors il va placer la personne sous mandat de dépôt et l'envoyer dans une des prisons et ensuite l'amener devant, le faire juger devant, le faire juger selon la procédure des flagrants délits, comme vous appelez communément flagrant délit. Il va le faire juger selon la procédure des flagrants délits. Et si le procureur de la République estime que les faits sont assez graves et que cela nécessite un approfondissement dans les enquêtes, alors il va requérir, c'est-à-dire que saisir le juge d'instruction et lui demander de faire une enquête approfondie, enquête judiciaire, pour voir si oui ou non les faits qui sont portés devant lui sont vraiment des faits qui sont avérés. Alors le procureur de la République va saisir le juge d'instruction d'un réquisitoire introductif qui demande au juge de pouvoir faire l'enquête. Alors le juge d'instruction, lorsqu'il reçoit
le réquisitoire introductif du procureur de la République, il reçoit la personne, il va d'abord vérifier l'identité de cette personne. Pour voir si oui ou non la personne qui est déférée devant lui, qui est envoyée devant lui, est celle-là qui est dans le dossier. Donc, il va passer à la vérification de l'identité de la personne. Et comme on le dit lors de la première comparution, il va vérifier l'identité de la personne. Il va dire le droit de la personne. Oui, il a le droit de prendre un avocat, il a le droit de faire ceci. Et si la personne dit, je n'ai pas d'avocat et je n'en ai pas besoin, je veux que vous pouvez m'interroger. Le juge d'instruction le fait et il le notifie, il le mentionne. Alors, le juge d'instruction va, comme le dit l'article 133, il va inculper la personne. L'inculpation de la personne, c'est quoi? C'est que le juge d'instruction va dire, moi j'estime que les faits qui te sont reprochés sont assez graves et je décide de pouvoir mener les enquêtes. Donc, je vais t'inculper pour continuer mes enquêtes. Alors, lorsque le juge d'instruction inculpe une personne, il y a deux choses. Soit il l'inculpe et le place sous contrôle judiciaire, ou l'inculpe et le place sous mandat de dépôt. Le contrôle judiciaire veut dire que le juge d'instruction a inculpé la personne. Il dit, je vais mener des enquêtes contre toi, mais je ne vais pas t'envoyer en prison. Je vais simplement te laisser sous certaines conditions et toutes les fois où j'ai besoin de toi, il faut que tu te rendes. Et la deuxième, qui est le placement sous mandat de dépôt, c'est que le juge d'instruction décide de dire, bon, toi, personne, tu ne me faut pas des garanties qui me permettent de te laisser en liberté, alors je vais t'emmener en prison, je vais te déposer dans une prison et je vais mener les enquêtes jusqu'à ce que je finisse et je verrai si oui ou non et tu as fait ou tu n'as pas fait ce dont on te reproche. Alors, le juge d'instruction le place sous mandat de dépôt et le dépose dans une prison. Il le confie au régisseur pour que le régisseur puisse continuer la procédure. En ce qui concerne, lorsque tout ça est fait, alors le juge d'instruction continue. Mais il faut savoir que devant le juge d'instruction, comme à l'enquête préliminaire, il peut y avoir des perquisitions. Voilà, il peut y avoir des perquisitions. Mais si les perquisitions se font, par exemple, devant en enquête préliminaire, et l'officier de police judiciaire qui va faire la perquisition doit avoir une autorisation écrite ou une autorisation verbale du procureur. Il peut avoir une autorisation écrite ou une autorisation verbale. Mais entre nous, je pense que quelqu'un qui vient chez vous, qui vous dit je suis tel et je viens pour faire une perquisition, la première des choses que vous allez faire, vous allez dire non, présentez-moi une autorisation. Alors si la personne ne vous a pas autorisé, la loi dit que le procureur peut confirmer qu'il a donné l'autorisation de façon téléphonique. En tout cas, pas tout moyen. Mais je pense que l'idéal serait de dire à la personne, vous venez avec une autorisation écrite du procureur de la République et je vous laisse faire la perquisition chez moi. Voilà, sinon, la perquisition peut se faire de façon verbale, mais lorsque c'est de façon verbale, la loi dit que le procureur de la République doit confirmer la chose, c'est-à-dire que c'est cette autorisation-là, de façon immédiate, dans les moments qui suivent. Il est préférable pour vous de ne même pas autoriser cette perquisition si on n'a pas la certitude que ces personnes-là ont reçu l'autorisation, si les personnes ne présentent pas une autorisation écrite du procureur de la République. Et il faut savoir que la perquisition part de 4 h du matin jusqu'à 21 h. C'est-à-dire que avant 4 h du matin, vous ne pouvez pas faire de perquisition dans une maison. Et après 21 h, vous ne pouvez pas faire de perquisition dans une maison. Donc, dès qu'il est 21 h, vous ne pouvez pas faire de perquisition dans une 21 h, 1 minute, c'est après 21 h. Donc, vous avez 4 h du matin jusqu'à 21 h et vous ne pouvez plus faire de perquisition. Mais si vous commencez la perquisition avant ces heures-là, alors vous pouvez la continuer jusqu'à ce qu'elle finisse. Les perquisitions, c'est dans les domiciles habités. Dans les domiciles, il y a ce qu'on appelle la perquisition et les visites domiciliaires. La différence entre la perquisition et la visite domiciliaire, c'est que la perquisition, c'est une visite domiciliaire avec des fouilles. Et la visite domiciliaire, c'est une visite simple. On vient dans l'espace qui est habité simplement sans fouiller. Mais la perquisition, c'est une visite domiciliaire avec des fouilles. Merci de m'avoir écouté. Je vais continuer tout à l'heure. Et merci de rester en contact et surtout de visiter et de suivre les vidéos. Merci.